Donc nos missions, c'est être facilitateur pour fédérer les initiatives, développer les moyens scientifiques, technologiques et autres, favoriser les échanges surtout, bénéficier des retours d'expérience de chacun, recenser et communiquer sur les valeurs, sur les fondements, sur les évolutions, et surtout promouvoir aussi les meilleures pratiques. Alors à partir du moment où on s'engage sur du numérique responsable, c'est forcément une bonne pratique malgré tout, même si certaines évidemment ont plus de portée que d'autres. Jean-Christophe Chaussat, je suis chargé de développement durable pour la direction informatique de Pôle emploi et président cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une vague, mais d'une vague sympa, hein, pas une vague de confinement ou une vague de froid. C'est la vague, la déferlante du numérique responsable qui vraiment prend de plus en plus de hauteur, prend de plus en plus d'ampleur et fédère de plus en plus d'énergie justement pour avancer sur de bonnes solutions. Donc qu'est-ce que c'est que l'INR, donc l'Institut du numérique responsable? C'est une association loi 1901, donc à but non lucratif. On est tous bénévoles à l'INR. Bon, on a évidemment quelques prestations, mais on est tous bénévoles et on fait ça en plus de notre travail. Ce qui est important, c'est qu'on a voulu reproduire le triptyque du développement durable avec le côté économique, avec les grandes organisations, le côté people avec justement Territoire Zéro Chômeur, Emmaüs, et sur le côté environnemental, on a aussi le WWF. Alors on travaille avec des associations comme l'AFING, comme Halte à l'obsolescence programmée, comme Water Family. Enfin voilà, notre objectif c'est vraiment d'assembler, d'être un assembleur de solutions sur vraiment les fondements du développement durable. Donc nos missions, c'est être facilitateur pour fédérer les initiatives, c'est aider les acteurs à comprendre et à s'approprier les valeurs du numérique responsable, développer les moyens scientifiques, technologiques et autres, favoriser les échanges surtout, bénéficier des retours d'expérience de chacun, recenser et communiquer sur les valeurs, sur les fondements, sur les évolutions, et surtout promouvoir aussi les meilleures pratiques. Alors à partir du moment où on s'engage sur du numérique responsable, c'est forcément une bonne pratique malgré tout, même si certaines évidemment ont plus de portée que d'autres. Donc les membres de l'INR, ils grossissent de plus en plus. En fait, on est l'équivalent d'une start-up qui grossirait à vue d'œil. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment un panel représentatif de l'industrie, du secteur bancaire, d'un peu tous les secteurs économiques. Et c'est ce qui est enrichissant de manière à pouvoir justement travailler ensemble sur des modèles qui conviennent à tout le monde. Ce qui paraît important maintenant, c'est de fédérer justement les initiatives, de fédérer ces bonnes pratiques et de manière à travailler sur des communs qui soient utiles pour tout le monde. Alors évidemment, on a de grandes collaborations en ce moment. Et justement, c'est l'occasion aussi de remercier la DINUM pour la convention qui a été signée l'année dernière. Donc c'est une convention sur 2 ans. Mais également le ministère de la Transition écologique. Alors je ne sais pas si j'ai les bons logos, mais je pense qu'ils sont changés. Mais voilà, c'est vraiment pour nous donner aussi un peu d'air, parce que comme je vous disais, on le fait en plus de notre temps de travail, et forcément, on doit faire appel à des prestations pour mieux nous organiser, pour mieux nous structurer, et pour avoir vraiment le professionnalisme qui permettra de déployer et de développer toutes ces bonnes pratiques. Alors en cas concret, on a typiquement le guide des achats numériques responsables, et ça c'est un bel exemple aussi de collaboration entre la direction des achats de l'État, entre le MTE également qui participe, entre la DINUM et l'INR et des grandes organisations qui ont commencé à produire ce guide. Donc, et l'objectif est de travailler justement sur des livrables qui seraient aussi bons pour le public que le privé.
Bon, après, on travaille avec le Shift également, hein, le SIGREF, sur notamment le GT, le groupe de travail sobriété numérique. L'année dernière, c'était sur les bonnes pratiques. Cette année, ça va être sur les mesures. Et l'INR est au pilotage et copilote de ce projet. Planète Tech Air, évidemment, contribution d'un grand nombre d'organisations pour essayer de faire des ateliers, partager les bonnes pratiques de chacun. Bon, Reboot, un projet aussi de reconditionnement, de réemploi de matériel informatique, avec un projet de labellisation aussi. Le MOOC NR, le MOOC dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est l'association de plusieurs grandes organisations, dont l'ADEME et des boîtes privées également et publiques, pour mettre en commun justement des capitaux, des connaissances et des compétences pour délivrer un MOOC. Donc il y en a un de 30 minutes et un de 5 heures, gratuit à disposition de tout le monde. On a travaillé sur la feuille de route du CNUM, on travaille aussi avec l'AFING. On a organisé des webinars avec la Tech for Good, avec le ministère de la Transition écologique. On a travaillé sur la charte, le label, Ville Internet. Enfin, il y a énormément de sujets. Peut-être reposer ne serait-ce que la base. Qu'est-ce que le numérique responsable? C'est la vision du développement durable. Hein, c'est voir ce qui est bon pour l'être humain, voir ce qui est rentable économiquement et bon pour la planète. La RSE, c'est ce que fait l'organisation justement pour œuvrer pour le développement durable. La vision Green IT, c'est lorsque justement on se penche sur l'impact du numérique dans son organisation. Et la vision numérique responsable, c'est du Green IT avec en plus toute la dimension sociétale, donc les clauses sociétales, l'accessibilité, le travail avec les ESS, le réemploi, l'éthique algorithmique également qui devient de plus en plus prenante. Donc le numérique responsable en une seule diapo, si on a déjà en tête de ces schémas-là, d'abord raisonner people, planète, profit, travailler sur l'ensemble du cycle de vie et avec une analyse multicritère, donc on travaille sur l'énergie, on travaille sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'eau, sur les ressources abiotiques. Il manque, et c'est à travailler, toute la dimension sociale ou sociétale et l'impact sur la biodiversité également. Sur le développement des applications, il y a une règle de base, hein, c'est les 3 U. Il faut que ça soit utile, utilisable, utilisé. Et on y rajoute de l'accessibilité, on y rajoute aussi un petit coup de Corsair Num. Alors c'est la conception responsable de services numériques. On a en tête aussi le fait de réduire, d'abord de refuser, de réduire, de réutiliser, de réparer et de rendre à la terre si c'est possible. Hein, sur des métaux, c'est un peu plus compliqué, mais faire en sorte au moins de valoriser la matière. Et garder vraiment à l'esprit que l'empreinte environnementale, elle est principalement liée à la fabrication. Après, il y a un peu de transport et de la consommation électrique. Et que la consommation électrique a une part minime finalement sur l'impact justement en émissions de gaz à effet de serre d'une solution informatique ou d'un produit. Comment est structuré l'INR? L'INR est structuré sous 3 grands types. Donc il y a un observatoire d'abord pour évaluer, voir qu'est-ce qui manque, quels sont les comportements, quelles sont les tendances. Après, on le fait passer, c'est quand des éléments sont retenus, on les fait passer dans le lab où on essaie de trouver des réponses, on travaille sur des solutions, on expérimente, on produit des livrables et après, et où en même temps, il y a une académie qui justement est là pour faire en sorte de développer, déployer les savoirs et donner les bons réflexes. Donc il y a quelques projets que j'ai entourés en rouge là. Ceux qui me tiennent pas le plus à cœur, mais ceux sur lesquels, de toute façon, il fallait bien en identifier quelques-uns. Il y a le projet Reboot, qui est justement le fait de travailler sur l'allongement de la durée de vie des matériels et pas directement considérer qu'à partir du moment où on a utilisé 4 ans un ordi, c'est un déchet des 3 E. Il y a le guide des achats numériques responsables qui est vraiment d'actualité et les achats, c'est vraiment un des points d'entrée ou voire le point d'entrée du numérique responsable. Tout va décliner, tout peut être décliné à travers des achats. Et évidemment, le référentiel de conception responsable de services numériques qui, lui, est beaucoup plus global que ce qui existait jusqu'à présent parce que, en fait, le code, OK, il faut le travailler, mais il y a au moins 8 thématiques qu'il faut prendre en considération, comme de l'infrastructure, comme de la stratégie, comme de la logistique et le code. OK, mais pas que le code. Tous les gains que l'on va pouvoir générer sont en amont de tout ça. Alors sur l'observatoire, il y a le World Cleanup Day 2021. L'année dernière, l'INR avait initialisé le fait que les déchets numériques puissent être nettoyés comme des déchets sur une plage ou autre.
Et cette année, donc l'année dernière, c'était une édition, le Cyber était juste une édition française. Cette année, elle est devenue mondiale. Donc, alors, c'est nettoyer ses mails, évidemment, c'est nettoyer ses données. Ce n'est pas forcément le premier geste à faire. Par contre, c'est un geste grand public sur lequel tout le monde peut agir. Et c'est l'occasion justement de communiquer sur des gestes qui auraient de plus en plus d'impact. Mais c'est aussi légalement, l'opportunité de se questionner sur l'évolution des systèmes. Actuellement, un mail, on ne sait pas quel parcours il va faire. Il est dans un cloud, il est dans un data lake, il peut être répliqué, dupliqué, je ne sais pas combien de fois. Il a une durée de conservation, on n'y fait même plus attention. On a des boîtes mail qui peuvent exploser de 1 giga à 20 gigas, voire 50 gigas avec des offres natives. Ce qui fait que tout ça, ça entraîne des surconsommations. Il y a aussi des routines pour éviter les spams et ainsi de suite. Enfin, voilà. Même si le fait de détruire ces mails peut être critiqué, c'est déjà une bonne approche, déjà que tout le monde peut faire, quoi, et se sensibiliser sur d'autres gestes qui sont peut-être plus significatifs. Sur l'académie, il y a le MOOC dont je vous parlais, évidemment. Il y a un parcours de formation. Alors ce MOOC, pour l'instant, il était juste sur de la sensibilisation et de l'approfondissement sur des bonnes pratiques numériques responsables. On va travailler la suite sur de l'éco-conception logicielle, sur l'optimisation du data center et autres. Enfin, on a encore pas mal d'autres sujets. Un parcours de certification aussi numérique responsable sur de la formation. L'objectif, c'est de former aussi des ambassadeurs pour déployer toutes ces bonnes pratiques, avoir des personnes compétentes dans les organisations et qui puissent parler aussi, même au nom de leur organisation, des expériences, des expérimentations et des retours des bonnes pratiques mises en œuvre. Alors, quand je disais président cofondateur, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on travaille sur ces sujets-là et je ne suis pas tout seul non plus à le faire. Il y a vraiment un collectif de personnes vraiment très impliquées sur ces sujets. Donc avec la naissance du club Greenati donc en 2014, avec pas mal de livrables, un premier benchmark, un deuxième et puis un troisième qui avait été porté par le WWF, qui avait commencé à rassembler pas mal d'entreprises et commencé à permettre de construire une base de données de bonnes pratiques et de parcs aussi informatiques. Ce qui a été déclencheur aussi d'un changement, ça a été la publication du livre blanc numérique et environnement qui avait été remis à Brune Poisson et Mounir Majoubi, où pour la première fois on proposait des bonnes pratiques. Et du coup, Brune Poisson avait retenu le fait de créer un label numérique responsable. Et nous, on avait quelque chose de naissant, enfin qui était déjà en place, mais qui n'était pas autant officialisé. Donc le MTE a été OK pour nous aider à promouvoir ce label. Donc ce label, on l'a fait porter par l'agence Lucie. L'agence Lucie qui est porteuse de l'ISO 26000, donc ils sont très bien placés pour bien connaître ces sujets depuis longtemps. Et du coup, ça nous a aussi donné l'opportunité de créer une charte numérique responsable. Et cette charte, elle recueille un ensemble justement de bonnes pratiques. C'est une checklist de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et puis 2020, 2021, toute une succession de livrables et produits qui sont évidemment à disposition de tout le monde. Notre objectif, c'est vraiment de produire des communs qui soient utilisables pour l'ensemble, public comme privé. Donc un exemple de feuille de route sur 2021, je ne vais pas la détailler, mais on a plein de choses, plein de sujets en cours, et ces sujets, on les fait vivre justement avec les entreprises contributrices, avec le MTE, avec la DINUM, avec des grandes boîtes privées également et publiques. Il y a un sujet qui est vraiment très important aussi en ce moment, donc on parlait du référentiel de conception responsable de services numériques. On va faire la même chose au niveau de l'architecture. Les solutions et les gains qui vont être générés maintenant vont être certainement liés à des choix d'architecture. On a des sujets comme la calculatrice numérique responsable aussi qui permettrait d'évaluer justement, qui permet d'évaluer l'impact en émissions de gaz à effet de serre, mais pas que. Il faut essayer de voir aussi quels sont les impacts multicritères que l'on peut ressortir. On a en projet les trophées du numérique responsable, c'est pareil. Comme pour le DSI de l'année, on pourrait faire la même chose sur des belles actions, des belles initiatives numériques responsables, et puis plein d'autres sujets. Donc ce qui a marché, en fait, c'est dans ces projets numériques responsables, c'est vraiment donner la capacité aux membres de s'impliquer sur des sujets
sur lesquels tout seul ils ne pourraient pas avancer dans leur organisation, quoi. Ce qui est important, c'est aussi de fédérer les initiatives, structurer les projets avec des retours d'expérience. Ça ne sert plus à rien que chacun travaille de son côté sur des expérimentations. Si ça a déjà été fait, il faut en tirer profit et bénéfice, quoi. Mutualiser les productions, ça on le voit pour diminuer les coûts, hein. Typiquement, le MOOC, ça n'a pratiquement rien coûté. Enfin, si ça coûtait de l'argent, mais par rapport à ce que ça aurait pu donner, un MOOC, c'est à peu près 180 000 €, hein, ce qu'on a développé. Valoriser les organisations membres aussi, les organisations pionnières, c'est valorisant pour une organisation de montrer qu'elle a envie de faire avancer ces sujets-là. Mélanger public-privé, pourquoi scinder les trucs en deux, quoi. Et au contraire, peut-être que justement les exigences du public, qui sont souvent à la hausse par rapport au privé, devraient faire foi, quoi. Alors ce qui manque aussi, ce qui marche, c'est donner des outils de mesure pour évaluer, pouvoir piloter l'ENR comme des indicateurs traditionnels, quoi. Alors aussi traduire les livrables en anglais. Il y a une ouverture internationale, on a pas mal de membres qui sont dans le monde entier, quoi. Et l'objectif aussi, c'est de dépasser les frontières de la France, donc avec un objectif vers l'Europe, et pourquoi pas même un peu plus loin, quoi. Notamment avec l'ONU. On a un rôle de contribution aussi par rapport aux objectifs de développement durable de l'ONU, j'en parlerai un peu plus tard. Et ce qui est important aussi, c'est pour pas mal de ces personnes, c'est appartenir à un collectif qui met en commun ses travaux et pour contribuer aussi à écrire cette histoire du numérique responsable où on se rend compte qu'on est vraiment au début parce qu'il manque énormément d'outils. Ce qui est compliqué, malgré tout, c'est la base, hein, c'est la place du développement durable, de la RSE ou du numérique responsable et de leur prise en compte dans les grandes orientations stratégiques des organisations. C'est un processus transverse qui n'a pas forcément de lien hiérarchique en plus sur les autres directions. Et quelles que soient les organisations, il y a encore pas mal de travail à faire par rapport à ça. Et c'est là où finalement, on se rend compte qu'il est difficile de déployer une démarche numérique responsable sans avoir posé les bases d'une démarche RSE. Et ça, l'ISO 26000 est assez intéressante pour poser ces bases. Donc le manque de métriques, de méthodologie partagée, hein, ça on en a déjà parlé. Le manque de consensus aussi sur le calcul des facteurs d'émission, hein, c'est ce que nous disait aussi l'ADEME. Entre le chiffre, l'ADEME, Greenati.fr, voilà, on n'a pas les mêmes valeurs, donc c'est un peu compliqué de se baser sur un référentiel. Le manque de référentiel, alors il y a celui du RG2A, hein, OK. Sur l'éco-conception logicielle, il est en cours, il est en train de sortir. Donc on a du mal aussi à évaluer les performances numériques responsables des offres décentralisées, hein, PaaS, IaaS, Cloud et SaaS. On a du mal aussi à contractualiser la gestion de fin de vie des équipements électriques et électroniques pour du réemploi. Et là aussi, il y a un travail à faire, quoi. Alors les priorités des membres, c'est un benchmark, hein, pour pouvoir s'évaluer, vraiment avoir un outil de référence qui permette de partager, de s'évaluer. Le guide d'achat numérique responsable est très attendu aussi. Le GT, conception responsable de services numériques, c'est important pour des membres aussi de participer sur ces groupes de travail. Donc il y en a actuellement, il y avait donc conception responsable de services numériques, il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi, il y a l'innovation qui devrait arriver et il y a évidemment l'architecture. Donc le label ENR, les membres sont de plus en plus intéressés parce que ça donne une visibilité. C'est bien de signer une charte, mais c'est qu'une déclaration d'intention. Même si ce n'est pas évident de faire signer une charte, hein, on le voit auprès des grandes organisations, ça met parfois pas mal de temps de faire signer une charte, mais le label, c'est un cran au-dessus qui permet de montrer l'engagement de son organisation et surtout les actions mises en œuvre, la boucle de progression qui est mise en œuvre pour justement faire progresser son organisation. Alors, voilà, il y a pas mal de sujets aussi, comme les nouvelles technos, comme les IoT, on ne sait pas comment les mesurer, on ne sait pas comment mesurer les impacts. Mais justement, il va falloir les travailler. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, et entre autres, hein, il y a une urgence à gérer. Et la première, c'est peut-être aligner justement les feuilles de route numériques responsables des organisations les plus avancées, qu'elles soient ministérielles, qu'elles soient publiques, privées. Avec le CNUM notamment, c'est ce qui avait été fait.
Il faut arrêter de travailler chacun dans son coin. Il y a une urgence, et cette urgence, c'est qu'à partir du moment où on travaille ensemble, qu'on arrivera à y pallier, quoi. Donc c'est partager, analyser, aussi se fixer des objectifs numériques responsables stratégiques. Donc on travaille tous sur du numérique responsable, mais en fait c'est pourquoi. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est faire en sorte de travailler sur l'e-inclusion de tout le monde, quoi. Donc il faut rattraper ce retard sur les outils de mesure. Donc l'ADEME travaille sur le projet Négaoctet, tout le monde travaille sur pas mal de sujets. À un moment donné, il faudrait qu'on se mette tous d'accord. Le but, c'est pas de fournir peut-être qu'un seul outil, mais au moins fournir un outil ou des outils qui soient en cohérence avec ce que l'on veut atteindre. Et avec une ouverture sur l'Europe et la Belgique, nous, notre winner, on va l'ouvrir, on va le lancer en même temps sur une version de base, gratuite, avec des facteurs d'émission libres de droit. En France, avec le SIGREF, le GT sobriété numérique, et en même temps avec la Belgique et la Suisse, car on a lancé l'année dernière l'INR Belgique, c'est ISIT et Institute Sustainable IT, et la Suisse, INR Suisse. Donc il faut aussi dépasser les frontières et avoir une ambition européenne pour faire en sorte que les bonnes pratiques dépassent aient le plus d'impact possible et des impacts globaux au niveau de la planète. Donc ce qui est important aussi, c'est peut-être de construire un socle d'architecture partagée pour faciliter les offres d'open source et permettre à différentes organisations de contribuer, de partager. Par exemple, le contrôle automatique, ce référentiel d'éco-conception responsable, il faut l'automatiser pour faciliter aussi les contrôles et autres, quoi, et la mise en œuvre. Travailler sur un genre de UCAD et des applications web et smartphone, c'est le cas du ministère de la Santé là, qui voudrait pour son espace pouvoir référencer les applis qui soient les plus vertueuses et éco-conçues. Donc travailler sur un label aussi sur le réemploi. Faciliter évidemment le réemploi. Et il y a un rôle peut-être justement du ministère de la Défense et de l'Intérieur sur avoir leur validation sur le fait de pouvoir effacer proprement les données. Valider un outil de calcul d'émissions de gaz à effet de serre d'éthique, et ce qui serait important, c'est que les émissions épargnées puissent être déduites du bilan carbone des organisations. Il faudrait quelque chose qui soit incitatif. Si on fait du réemploi, ça limite tant dans notre bilan carbone. Si on travaille sur de l'éco-conception, on a mesuré les impacts, ça limite tant sur notre bilan carbone. Et alors pourquoi il faut agir numérique responsable? Il y a une urgence. De toute façon, on ne sait pas à quelle température l'augmentation des températures de la planète va être soumise. 1 degré, 2 degrés, 3 ou 4 ou plus, on n'en sait rien. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'à 1 degré, on est à 37,5 le matin, je dirais. Plus 1 degré, on a déjà 38,5, on n'est pas en forme. Plus 2 degrés, on est à 39 et on n'est pas bien, quoi. Donc voilà, c'est pas anodin de prendre 1 degré. Quelque chose qui a mis des millions, voire des milliards d'années à se mettre en place dans un écosystème qui a progressé. En quelques décennies, ou voire 2 décennies, on a, avec notre activité, on a un peu tout perturbé, quoi. Le défenseur des droits aussi nous alerte sur le fait que 20 à 25% des Français rencontrent des difficultés avec le numérique. Donc c'est bien beau de produire des services numériques et de tout décentraliser sur du numérique, mais il faut que ça soit inclusif. Il faut que tout le monde puisse contribuer et participer. Alors l'INR, on a signé justement la semaine dernière la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Donc oui, l'homme a des droits sur Terre, mais il a aussi des devoirs afin de la préserver. Préserver le climat, les espèces et faire en sorte que les progrès scientifiques justement soient respectés avec équité. Et il y a un sujet qui est aussi hyper intéressant, c'est la manière dont sont présentés maintenant les ODD avec le socle de base. Il y a des ODD qui sont la base d'une vie saine sur Terre. Sans nature, il n'y a pas d'activité économique et il n'y a pas d'homme en bonne santé sur une planète malade de toute façon. Donc il ne me restait plus qu'une minute, je vais conclure. Et donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à surfer cette vague du numérique responsable tous ensemble? Merci. Merci. On posera les questions pareil. À la fin. Ouais. On est évidemment
conscient et convaincu que la révolution numérique et la transition écologique sont les deux gros sujets du 21e siècle, en tout cas de ce début du 21e siècle, et donc on y met beaucoup d'importance. Bonjour à toutes et à tous. Donc Romain Samut, je travaille à la DSI de Pôle emploi et j'ai en charge différentes activités, en l'occurrence toutes les activités qui ont trait à l'architecture des systèmes d'information, à l'innovation, à la cybersécurité et à la transformation de la DSI et du système d'information. Et dans ce cadre, les activités, alors ce qu'il faut savoir que Jean-Christophe, il l'a dit, a deux casquettes, il est à la fois président de l'INR et à la fois il œuvre en tant que salarié de la DSI de Pôle emploi sur les sujets de RSE. Et donc la RSE chez Pôle emploi s'inscrit au cœur des problématiques d'architecture et donc fait partie des problématiques et des équipes d'architecture. Donc dans les 20 minutes, on voulait essayer de voir rapidement l'écosystème de Pôle emploi et comment on a inscrit le numérique responsable dans notre organisation et dans notre fonctionnement, et ensuite essayer de voir des exemples concrets sur l'ensemble des actions qu'on a pu mener ces dernières années et ces derniers mois. Je vais aller assez vite sur cette partie-là. Alors il y a une faute, il n'y a pas 55 millions d'agents Pôle emploi, il n'y en a que 54 500, ce qui est déjà pas mal. Mais la partie de gauche, c'était juste pour dire le SI de Pôle emploi est un gros système d'information. Malheureusement, on a de plus en plus d'usagers, de demandeurs d'emploi. Peut-être un peu moins en ce moment d'entreprises qui recrutent, mais on a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des problématiques autour de l'emploi. On a un système d'information qui, donc avec les 54 500 agents, qui est extrêmement sollicité. Et on a aussi, nous, une mission de service public, comme d'ailleurs chacun de vous, si j'ai bien compris, qui nous oblige et qui nous responsabilise sur un ensemble de sujets. Comme je l'ai dit, l'équipe RSE, elle fait partie donc de la direction que je dirige, et elle est vraiment au centre de toutes les problématiques de choix d'architecture, de mode de fonctionnement. Donc de processus, de méthodes, d'outils, de compétences, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de sujets qui ont trait à la culture aussi, et elle doit essayer, comme elle peut, d'être comme le lait dans le café et s'infuser dans l'ensemble des problématiques qui ont trait à notre système d'information. Le numérique responsable, c'est beaucoup de choses. Je crois que Jean-Christophe l'a très bien expliqué. Nous, là, dans cette présentation, on va plutôt se centrer, on va dire, sur les sujets qui ont de l'impact environnemental par rapport à notre technologie, et pas tous les sujets autour de l'accessibilité ou à l'IT for Green, puisqu'on voit aussi que l'IT peut avoir un effet très positif dans les réflexions qu'on a sur l'environnement. Ça, je pense que je vais passer très vite. C'est les risques du numérique sur la société et l'environnement. Donc là, je crois que la vague a été bien décrite par Jean-Christophe. Une chose à retenir, c'est qu'on a un projet stratégique, alors qui, de par l'actualité, a peut-être été un petit peu chamboulé, mais néanmoins, on a un pan de notre projet stratégique chez Pôle emploi qui concerne la RSE, qui vise à mettre en œuvre des actions concrètes et précises autour de la RSE. On est évidemment conscient et convaincu que la révolution numérique et la transition écologique sont les deux gros sujets du 21e siècle, en tout cas de ce début du 21e siècle, et donc on y met beaucoup d'importance. Le numérique responsable s'inscrit dans une démarche globale, ce que je disais. Ces sujets-là font souvent système. On voit bien que quand on touche quelque chose, ça a des impacts ailleurs. Donc il y a toute une partie qui est très importante et qui vient d'être présentée, qui concerne l'écosystème dans lequel on se situe. Donc effectivement, les chartes et les engagements peuvent des fois être un peu incantatoires, mais je pense qu'ils ont ils ont quelque chose de bien, qui est de pouvoir se comparer avec d'autres et de pouvoir partager des bonnes pratiques ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas qu'un engagement vain d'une signature sur un bout de papier, c'est surtout
pour mettre en mouvement une organisation autour de ces problématiques. Donc on a évidemment signé la charte Planète Tech Care, la charte de l'INR, ça c'est évident. Il y a évidemment différents labels qu'on a appliqués. Il y a tout un sujet qui va être autour de la mesure, mais ça je vais y revenir très souvent, puisque sur ce genre de sujet, le plus important c'est d'identifier la valeur de nos actions et de sortir de l'image qu'on pouvait avoir ces dernières décennies, peut-être des fois un peu dogmatique, et rentrer vraiment sur des sujets où on peut identifier la valeur qu'on apporte et pouvoir pivoter en fonction de ça. Il y a toute une logique open source qui est très importante, qui n'a pas trait qu'au numérique responsable évidemment, qui a pour objectif de motiver l'ensemble des agents de la DSI à participer à des communautés open source et à en bénéficier. Et ça c'est quelque chose qui est très important et dont le mouvement a commencé il y a déjà quelques années, mais sur lequel on est très impliqué, et la RSE s'inscrit dans cette logique-là, le numérique responsable aussi. Et puis évidemment, un ensemble d'assets, d'actifs qui sont mis à disposition de cet écosystème, comme les MOOC dont on parlait, mais bien d'autres, et qui nous permettent de pouvoir travailler plus vite puisqu'on bénéficie de l'expérience d'autres acteurs. La présentation en fait se veut assez pédagogique en prenant le cycle de vie assez classique dans nos systèmes d'information, qui commence par l'achat, qui ensuite passe par la conception et la réalisation des systèmes d'information, ensuite l'utilisation, on l'espère, c'est quand même l'objectif, par des usagers, évidemment l'exploitation de ces systèmes d'information, et puis ensuite les deux problématiques, soit de fin de vie, soit de réemploi. On peut voir dans chacun de ces sujets un ensemble de réalisations qui nous ont permis, on l'espère en tout cas, de permettre de pouvoir participer à tout ce qu'on fait là-dessus. Juste peut-être pour un REX, pour les personnes qui ont moyen de pouvoir mettre en œuvre des sujets, nous, à la DSI, on a plutôt commencé par des sujets de réemploi et de fin de vie. Il y a une dizaine d'années, à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Ça, c'est peut-être très lié à notre empreinte de mission de service public et social, et une très bonne intimité avec un certain nombre d'acteurs, et en particulier les ateliers du bocage, je vais y revenir juste après. Donc ça a été la première des choses, et c'est peut-être quelque chose qui est assez facile, puisque pour le coup, réemployer et gérer la fin de vie d'un PC, c'est pas quelque chose qui nécessite énormément de compétences en interne, c'est plutôt les compétences du partenaire. Le deuxième sujet, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est assez simple. C'était une problématique qui était prise en termes de RSE, pas pour des raisons RSE. Et d'ailleurs, c'est souvent la meilleure des choses qu'il peut avoir, c'est que quelqu'un s'empare d'un sujet sans le faire obligatoirement pour ce sujet-là. C'est qu'il y avait un sujet évidemment économique. Donc ça fait... Alors nous, on n'a pas de stratégie de move to cloud, on ne va pas poser notre infrastructure aujourd'hui sur un hébergement dans le cloud. Donc on a 2 data centers, un à Montpellier, un à Orléans. Et depuis plus d'une dizaine d'années, évidemment, les gens qui travaillent sur ces data centers font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de limiter la consommation en énergie, ne serait-ce que parce que cette consommation, elle est financièrement impactante. Donc là-dessus, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits depuis une dizaine d'années. Ensuite, il y a eu tout ce qui était autour des usages, et en particulier l'extinction des postes. Alors aujourd'hui, avec le télétravail, il y a moins de postes physiques, donc la problématique, il va falloir la réinventer. Néanmoins, il y a une dizaine d'années, ça c'est quelque chose qui était aussi assez facile à faire, de pouvoir sensibiliser les acteurs et organiser l'extinction de l'ensemble des postes. Ensuite, il y a les achats, qui ne nécessitent pas non plus une grosse compétence technique, mais plutôt un partage de bonnes pratiques pour pouvoir l'enclencher. Et puis pour finir, mais je crois que c'est la dernière présentation un peu de la matinée, il y a tout ce qui est autour de la conception qui est beaucoup plus fin, qui nécessite énormément de compétences techniques, et on va le voir sur l'ensemble des briques du SI. Donc voilà, je vais aller assez vite sur l'ensemble de ces sujets. Sur les achats, on va dire le facteur clé de succès, c'est d'utiliser le plus possible ce qui existe. Pareil, je vais revenir à un sujet d'organisation, mais ça peut paraître être un détail, mais dans la direction que je dirige aussi, on a mis les achats. La raison étant de pouvoir porter le plus proche possible des choix stratégiques qui permettent de pouvoir faire en sorte que notre système d'information dure,
et qu'il est dans son ADN des problématiques RSE avec les gens qui vont faire des achats de prestations intellectuelles ou de matériel qui permettent de le réaliser. Et donc ça a été une raison pour laquelle il y a quelques années on a énormément, et je pense qu'on est assez actif sur le sujet, contribué en lien avec la DINUM, avec le MTE, avec la DAE, à la rédaction du guide des achats responsables et maintenant à son utilisation. Donc ça c'est quelque chose qui est assez facile, une fois qu'il existe, de l'utiliser et qui est entre guillemets clé en main pour l'ensemble des administrations et des entreprises privées d'ailleurs. Les clauses sociales et sociétales, ça a été quelque chose qui était assez innovant il y a quelques années de mettre en œuvre ces clauses sociales. L'objectif c'est bien de ne pas être dans une logique punitive. L'objectif c'est pas de récupérer de l'argent parce que nos ESN font pas bien des choses, c'est plutôt de stimuler de manière vertueuse le fait de sensibiliser l'ensemble des acteurs et d'essayer de trouver le moyen que effectivement ces clauses sociales et sociétales soient prises en compte dans l'ensemble de nos contrats. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'ils ne les respectent pas, on ne peut pas arriver évidemment à des pénalités, mais c'est pas l'objectif premier. Et ensuite, toutes les clauses environnementales et les labels, là-dessus, je pense qu'on a déjà peut-être un peu plus de recul autour des labels IPIT, Azrae, c'est des choses qui existent maintenant depuis quelques années. C'est quelque chose qui est très important et qui, pareil, demande pas obligatoirement beaucoup d'efforts pour une organisation et a tout de suite des effets assez bénéfiques. L'éco-conception, c'est le sujet le plus complexe, le plus technique, le plus passionnant pour moi qui suis un architecte plutôt et qui vient plutôt du dev. Donc pour le coup, là-dessus, il y a différentes problématiques. Je crois que ça fait partie de la dernière présentation plutôt sur la partie design, mais évidemment, il y a des problématiques qui sont venues du contenu, du design, de l'UX, de l'UI, qui étaient à la base, pareil, pas obligatoirement tirées par des problématiques de numérique responsable, mais tirées par des problématiques de performance. C'est-à-dire que depuis quelques années, où on se préoccupe un peu plus de l'usage final, on se préoccupe qu'il ne télécharge pas une vidéo trop longue à télécharger. Pas parce que ça abîme la planète, parce que tout simplement, il va faire autre chose et pas utiliser l'application qu'on lui donne si par hasard il doit le faire. Donc on a beaucoup de problématiques de design. Donc là, on parle de easy loading, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on travaille dans les studios, dans les web designers, avec les web designers, pour essayer d'améliorer la performance. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'essayer d'en quantifier le poids en termes de bilan carbone, évidemment, et plus largement de numérique responsable. Les problématiques de front-end et de back-end, mais surtout de front-end, là ça rejoint un peu la même chose, mais effectivement l'objectif d'optimiser les librairies et de pouvoir diminuer l'impact environnemental en facilitant clé en main pour les développeurs un certain nombre d'assets, c'est quelque chose qui est vraiment sur lequel on est très motivé et sur lequel on essaie de participer, et là-dessus on touche beaucoup de problématiques justement liées à l'open source. Les sujets d'architecture, c'est les sujets peut-être les plus complexes, puisqu'on a une double commande. Une commande qui est d'agiliser le plus possible notre système d'information. Donc je pense que certains d'entre vous sont sûrement sur des projets où on essaye de passer sur des architectures en microservices, ou peut-être même ne serait-ce pour ceux qui étaient sur des architectures SOA, peut-être passer sur des architectures REST. Donc on voit bien qu'on va multiplier les services, obligatoirement pas poser des façades, que tout ça, ça va avoir obligatoirement un impact sur la puissance, et on en a besoin pour assurer l'évolutivité de notre SI, et en même temps ça peut avoir un impact pour la planète. Donc là-dessus c'est très compliqué, et le sujet c'est évidemment de poser des points de mesure qui nous permettent de pouvoir comprendre les conséquences de ce qu'on réalise. Le sujet de l'hébergement et du déploiement, ça c'est évident. Rationaliser les environnements de fab, utiliser des environnements d'exécution éphémères, à la fois c'est très positif, puisqu'on n'utilise que ce dont on a besoin. Après, il faut se méfier parce que on peut avoir beaucoup de besoins. Ça peut multiplier les besoins. Donc, il faut arriver à trouver une politique au juste nécessaire sur ces différents sujets. On voit bien, tout à l'heure, on parlait de PaaS ou de CaaS. Nous, on a une stratégie, on est passé sur Pivotal, et on passe beaucoup depuis des années sur de la containerisation. Il y a beaucoup de sujets aussi d'impact de ces choix d'architecture sur tous ces sujets. Ce sujet-là, clairement,
vraiment l'ensemble de ces sujets, hormis peut-être la partie très front-end et design, on est quand même plutôt embryonnaire et on commence à y travailler aujourd'hui. Ça fait clairement partie des sujets les plus complexes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Les facteurs clés de succès, pour le coup, ils sont d'être évidemment au plus proche possible des experts et des compétences techniques, parce que il faut maîtriser les problématiques d'architecture, maîtriser les problématiques des fabricants pour arriver à comprendre l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. L'utilisation, je le disais tout à l'heure, ça c'est un sujet qui est plutôt facile à déclencher. Après, ça nécessite une volonté des décideurs et un peu de budget, mais tout ce qui est autour de la formation, de la sensibilisation, Jean-Christophe parlait tout à l'heure du cyber clean-up day, d'événements qui permettent de pouvoir avoir des actions bénéfiques des utilisateurs finaux, c'est évidemment extrêmement impactant et c'est sûrement la chose la plus rapide à réaliser. Là-dessus, la façon de le faire, de le faire le plus rapidement possible, c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Et là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de livrables qui sont mis à disposition par l'écosystème que j'ai présenté tout à l'heure, dont l'INR, mais plein d'autres acteurs qui peuvent mettre à disposition des médias ou des modes de communication qui permettront de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs. Après, effectivement, la sensibilisation doit plutôt être non punitive, à mes yeux, non moralisatrice. On est beaucoup dans le bien, le mal. Je pense qu'il faut sortir des gentils et des méchants. Les gens font pas exprès de faire pas accessible ou de faire pas responsable. C'est évidemment de l'apprentissage et ça, je pense que c'est très très important. Et puis, ça permet de sortir aussi un peu des dogmes et d'autres sujets. L'infrastructure, je le disais, c'est des problématiques qui sont historiques, en tout cas pour Pôle emploi, puisqu'on est sur 2 data centers que nous mettons, que nous exploitons, que nous maintenons et que nous essayons de maintenir à un niveau de qualité élevé. Donc là-dessus, on réalise depuis des années des audits réguliers. On a évidemment connu, comme tout le monde, une forte vague de virtualisation de nos serveurs. On a suivi à la fois la modernisation des matériaux, puisque il suffit d'aller dans des data centers depuis une vingtaine d'années pour bien voir à quel point on a quand même un peu moins froid qu'avant. On a travaillé sur les confinements, on a les froides, on a cette année sur notre site à Orléans nous mis un projet assez intéressant de récupération de chaleur fatale, ce qui nous a permis de pouvoir chauffer les locaux de la DSI qui se trouvait là. On va réaliser la même chose à Montpellier. Ça, pour le coup, c'est des projets qui nécessitent des compétences immobilières techniques et qui ont des ROI extrêmement rapides, puisque en gros, sur les business cases qu'on pose, on a des ROI entre 4 et 5 ans sur ce genre de sujet. Donc c'est très bien, c'est mesurable, c'est extrêmement efficace. Et en plus de ça, c'est quand même dans l'état d'esprit des gens qui exploitent nos data centers. Donc c'est quelque chose que culturellement, ils ont déjà en eux, puisque tout ce qui est monitoring sur ces sujets existe déjà. Et puis on finit par l'optimisation des matériels, donc l'allongement de durée de vie des matériels via l'ESS, et puis la priorisation du réemploi. Ça, c'est les sujets sur lesquels nous, chez Pôle emploi, on a commencé par ça, parce que je disais, on a une intimité assez forte avec les acteurs de l'ESS sur ces sujets. Jean-Christophe parlait de Reboot. On a travaillé effectivement avec les ateliers du bocage, avec Emmaüs, avec différents acteurs pour faire en sorte, d'un côté, de remettre à niveau le matériel et puis évidemment de le donner pour des écoles, des universités, les restaurants du cœur. On parlait de l'inclusion numérique tout à l'heure. Ça fait partie, sachant que c'est pas pour rien qu'on a 54 500 agents Pôle emploi. C'est aussi parce qu'on a une réalité dans nos agences. On a la chance d'avoir différentes personnes qui interviennent dans nos agences pour accompagner des demandeurs d'emploi qui ne sont pas habitués à utiliser ce type d'outils pour justement les former. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on réalise avec l'ensemble de nos partenaires. Donc je ne sais pas combien, j'ai pas regardé du tout ma montre et savoir combien il reste, mais j'ai fini, presque. Donc 1 minute, c'est parfait. Donc en gros, en synthèse, nous on a d'abord tiré les sujets
parce qu'il mentalement était facile pour les gens. Donc je disais, l'hébergement, ils avaient déjà cet état d'esprit-là. Sur les sujets de front, on a déjà des personnes qui sont habituées à y travailler. Donc on essaye de trouver les leviers qui permettent de motiver les gens à le faire parce qu'ils avaient déjà cette problématique en tête. Ensuite, évidemment, on parlait tout à l'heure de RG2A, du RGPD, de la SSI, de la sécurité. On est sur des sujets où si on les traite by design, si on les traite au début, ça coûte beaucoup moins cher que de le traiter en legacy. Et donc par conséquent, c'est comment on automatise. Après, il y a toujours un tout petit problème, c'est 1 point de dev fonctionnel. Il ne faut pas que ça fasse 100 points de dev non fonctionnel. Donc il faut trouver quand même le bon équilibre pour arriver à faire en sorte d'automatiser et de mettre à disposition aux développeurs, aux concepteurs les bonnes pratiques pour que ça leur coûte quand même moins cher et en même temps nous automatiser typiquement les tests non fonctionnels pour faire en sorte de pouvoir faciliter tout ça. Donc il y a vraiment le by design qui est très très important. Plus tôt on se préoccupe de ces problématiques, moins ça coûte cher. Deuxièmement, au plus proche des équipes DSI, on voit bien qu'on a une très forte proximité entre les équipes qui s'occupent de ces sujets-là et les architectes et la SSI et les achats, etc. Et ça aide beaucoup. Et puis le besoin d'avoir des experts du SI, parce que là on parle bien de numérique responsable, donc il faut comprendre et connaître ce que c'est qu'un système d'information. Et on peut même faire le parallèle sur le système d'information, en tout cas pour Pôle emploi. C'est un peu comme des planètes, on ne va pas en avoir deux. Donc on doit, nous, évidemment, on est poussé à la fois par les décideurs ministériels, exécutifs, puis la direction générale, à faire évoluer pour plein de très très bonnes raisons, plein de sujets. Nous, DSI, on doit se préoccuper de la durabilité de notre système d'information dans le temps, parce que les lignes de code qu'on pose aujourd'hui seront encore là dans 10 ans. Et donc, par conséquent, c'est aussi ça l'enjeu de la direction qui regroupe l'ensemble de ces activités. Merci. Parce que typiquement, si les services de Pôle emploi, par exemple, ou d'autres, étaient optimisés pour des iPhone 12 en 5G, on perd un peu l'intérêt du service s'il faut avoir 1000 € pour aller sur le site de Pôle emploi. Enfin, s'il faut avoir un téléphone à 1000 € pour aller sur le site de Pôle emploi et avoir une expérience qui est optimisée pour ça. Ok, donc je vais vous faire un autre retour d'expérience sur 2 projets en particulier. Donc avant ça, je vais me présenter un peu. Alors très rapidement, j'ai plusieurs casquettes qui sont à la fois d'être conseiller, d'être concepteur de services numériques et doctorant. Tout ça c'est dans un cadre général qu'on peut dire très rapidement qui est d'explorer, déterminer à quoi ressemble l'écosystème numérique dans un monde stabilisé à 2 degrés. Ça veut dire, dans le premier temps, que ça fait à peu près 2 ans que je suis spécialiste en éco-conception numérique. C'est dur d'être expert dans un secteur aussi jeune, donc il faut me dire spécialiste à mon avis. Je conseille, je pilote des projets numériques qui ont vocation à réduire l'empreinte environnementale. Donc je suis en doctorat en co-tutelle entre ENS Saclay, l'ENSI et l'Institut de technologie de Melbourne. Pas mal de veille scientifique sur l'empreinte environnementale du numérique et son évolution. Et aussi à terme, et du coup aussi accompagner les acteurs publics dans des choix technologiques qui sont cohérents avec la transition écologique. Alors, et je vais, hop là. Donc les projets qui sont aujourd'hui en cours, il y a plusieurs types. Le premier, c'est une start-up d'État que j'accompagne avec une petite équipe, qui est une start-up d'État de l'ADEME, qui est accompagnée par Betagouv, qui est la start-up Label et Transition écologique. Et donc on nous a demandé en fait de suivre cette start-up pour voir à quoi ressemble une méthodologie d'éco-conception numérique par le projet. Ce qu'on est en train de faire du coup, on est 4 dessus, donc il y a moi, Nicolas Dievard de Fairness, Timothée Gogli et Pauline Gourlet. Chacun on a une casquette différente pour regarder un aspect du projet. De l'autre côté, j'ai aussi un projet qui s'appelle Plateau numérique, qui a été financé par l'Europe, qui est en fait un service qui permet à des petites mairies rurales de créer des sites web, et notamment qui soient éco-conçus, accessibles, pas chers et durables. Et à la fin du mois, il y aura une étude qui va sortir sur comment on calcule les impacts positifs du numérique sur le climat. Donc
si vous pensez qu'1 gramme de CO2 émis dans le numérique permet de réduire de 10 grammes le CO2 dans les autres secteurs, c'est faux. Et vous le saurez pourquoi à la fin du mois. Donc, ce que vous pouvez retenir un petit peu de mon intervention, c'est qu'est-ce qu'est concevoir un service numérique depuis ma perspective, c'est-à-dire depuis une vision projet-produit, comment on va l'éco-concevoir depuis cette même perspective, et pas mal de retours d'accompagnement sur les territoires ruraux d'un côté et la startup d'État de l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une prise en sandwich, en partant des territoires d'un côté, de l'État de l'autre, et on verra ce sur quoi on arrivera à la fin. Et du coup, quelques conseils préliminaires sur la conduite de projet, depuis ce que je peux en voir en startup d'État, mais aussi sur le terrain. Donc, comme d'habitude, l'empreinte, donc à chaque fois sur 3 tiers, centre de données, réseau, équipement utilisateur, et 4 critères, énergie primaire, GES, eau et ressources minérales. Donc c'est tout en ça qu'on a un peu en tête lorsqu'on va faire de l'éco-conception, en tout cas lorsque je vais faire l'éco-conception. Pour le dire très rapidement, c'est qu'on hérite d'un certain modèle de développement du numérique. Et ça, il faut le prendre en compte. On n'arrive pas dans un terrain vierge. Et c'est un modèle qui était très largement structuré par notamment les GAFA, au niveau de l'infra comme au niveau des services, et qui sont des régies publicitaires pour la plupart. Donc il faut aussi se le rappeler. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas parce qu'on améliore l'infrastructure que les services s'améliorent. Notamment, là vous avez un graphique qui est spécifique aux USA. La bande passante a été multipliée par 6 en quasiment 9 ans aux USA. Le temps de chargement d'une page en moyenne a augmenté de 2 secondes. Donc c'est quand même qu'on a quelque chose qui ne convient pas dans la façon dont on fait des produits numériques a priori, puisque l'efficacité technique n'améliore pas l'expérience. En tout cas sur un critère précis qui est celui du temps de chargement d'une page, sachant que dans les bonnes pratiques du numérique, faut qu'on soit en dessous de moins de 3 secondes généralement. Et pourquoi ça ne réduit pas? C'est parce que le poids des pages augmente structurellement d'année en année. Là, je vous ai pris l'échantillon 2011-2015. Bon, là, en 2020, on a dépassé les 2 mégas, principalement structurés par les images et les scripts, notamment JS. Et ça, on va le garder en tête parce qu'il faut faire très attention justement aux assets qui vont remplir les produits numériques. Et avec, du coup, un exemple concret de greenwashing, parce que c'est toujours plus marrant quand on va tacler sur les autres. Donc, il y a un site qui est sorti récemment de Volkswagen Canada, qui est une page de promotion pour des SUV, ce qui est déjà un mauvais point d'emblée, donc normalement c'est carton rouge, et qui représente des voitures, donc des SUV avec du code ASCII. Alors moi c'est un peu mon conseil là-dessus, si ça reprend une esthétique de Minitel, c'est qu'ils n'ont pas compris la question. Mais c'est aussi une perspective que vous aurez dès que vous lancez un service dès que vous commencez à parler d'éco-conception numérique à des personnes qui ne sont pas forcément pertinentes sur la question ou qui n'ont pas entendu ça avant, ils vont s'imaginer qu'on va faire des Minitel. C'est le réflexe automatique, éco-conception égale Minitel. Et donc si effectivement on se refait une esthétique de Minitel, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était l'éco-conception numérique, en étant un petit peu taquin. Mais si vous voyez du Minitel, c'est que ce n'est pas la bonne réponse a priori. Et ce site, en l'occurrence, sans aucune image, fait 1 méga, parce qu'en fait, il y a 700 kg de JS, et notamment 700 kilooctets de tracker, à peu près. Donc, il y a aussi quelque chose avec lequel, aujourd'hui, je trouve que ça se marie mal, l'éco-conception, c'est le web marketing. Ça tombe bien, on fait des services publics. Donc on se pose beaucoup moins la question, mais si votre business model consiste à capturer des données et à les profiler, c'est plus compliqué d'avoir une approche éco-conception cohérente, me semble-t-il. Donc je vais vous faire passer un peu par un arbre des possibles, qui est moi les questions que je me pose quand on essaie d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'éco-concevoir un service. Il y a 3 principes auxquels je réfléchis à chaque fois, qui sont en fait tout simplement, il faut réduire l'empreinte environnementale du service, il faut répondre aux besoins exprimés par les usagers, et il faut se poser la question, est-ce qu'on numérise ou pas? Alors moi je suis agnostique du numérique, je ne suppose pas que plus de numérique c'est forcément mieux. Je veux savoir où est-ce que ça marche et je veux savoir où est-ce que ça ne marche pas. Donc si je déroule un peu numérisé ou pas numérisé, les questions qui vont se poser c'est, est-ce qu'il y a un existant? Et est-ce qu'il marche? Et s'il ne marche pas, par quels critères et selon qui?
Et dans ces existants, est-ce que l'empreinte a été mesurée? La plupart du temps, 99% du temps, c'est non. Donc pour l'instant, ça c'est une question qui est dure à poser. Et en fait, c'est aussi être honnête avec soi-même et de se dire, lorsqu'on numérise, j'ai de la perte à la conversion. C'est pas parce que je vais numériser un usage que je vais arriver à intégrer l'ensemble des usages dans ce produit. Typiquement, lorsqu'un bureau de poste se dématérialise, lorsqu'on imagine que son seul usage c'est l'envoi et la réception de courrier, en fait un bureau de poste en zone rurale c'est pas que ça. C'est un lieu de sociabilité, il y a plein d'autres usages autour de ça qui seront perdus lorsqu'on dématérialise. Et il faut être honnête avec ça, et il ne faut pas essayer de se dire qu'on a tout numérisé. Non, on a perdu des choses lorsqu'on a converti, on en rajoute d'autres et on en transforme d'autres. Et ça, en fait, c'est très important d'avoir cet audit pour être droit dans ses bottes lorsqu'on fait le service, parce qu'on va passer en méthode agile, on va faire des sprints, etc. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire, parce qu'en fait, ce n'est pas possible, ce n'est pas pertinent par le numérique. Et ça, il faut se le poser assez rapidement, en fait. Et ça aide beaucoup à structurer le projet par la suite, d'être aussi carré sur cette question. Et donc voilà, en tout cas, je ne vous déplie pas tout le reste, mais en tout cas, je vous conseille très largement de toujours comprendre ce qu'on va numériser, ce qu'on ne va pas numériser et pourquoi on le fait. Donc si je reviens sur mes points où on se dit numérisons, très bien. Alors on va essayer quand même réduire l'empreinte environnementale dans tous les cas et on va répondre aux besoins exprimés par les usagers. Donc comment on éco-conçoit? Moi aujourd'hui par le projet je vois à peu près 7 piliers, enfin dans une optique plus produit. La première, bon, vous avez bien compris depuis cette matinée, c'est favoriser la durée de vie des équipements. C'est primordial. Un service numérique éco-conçu doit prioritairement se focaliser là-dessus. Il doit favoriser la durée de vie du service en tant que tel. Ça implique deux choses, pertinence d'usage et maintenabilité technique, a priori. Il y a une question clé là-dessus. Comment est-ce que ça tiendra 10 ans, au moins? Et moi, c'est mon objectif, c'est mon indicateur personnel lorsque je travaille, c'est est-ce que ça tiendra 10 ans? Est-ce que l'usage auquel je réponds tiendra 10 ans? Est-ce qu'il est pertinent à 10 ans? Et est-ce que mon système technique tient à 10 ans? On n'a pas du tout les mêmes stacks techniques lorsqu'on se dit qu'on va plus 10 ans. Et on est beaucoup moins tenté par la dernière techno du moment lorsqu'on réfléchit à 10 ans. La troisième chose, donc réduire la consommation de ressources en valeur absolue. C'est à ça qu'on doit quand même réfléchir tout le temps. Et qui va aussi se concrétiser par un quatrième point qui est très important, c'est qu'on optimise pour les conditions d'usage les plus difficiles. Moi, je vais optimiser plus sur des conditions d'accès en mobilité 3G, basse connexion, sur des téléphones vieux, peu de mémoire, peu de puissance de calcul. C'est d'autant plus important lorsqu'on fait le service public, parce que typiquement, si les services de Pôle emploi, par exemple, ou d'autres, étaient optimisés pour des iPhone 12 en 5G, on perd un peu l'intérêt du service s'il faut avoir 1000 € pour aller sur le site de Pôle emploi. Enfin, s'il faut avoir un téléphone à 1000 € pour aller sur le site de Pôle emploi et avoir une expérience qui est optimisée pour ça. L'autre chose, c'est que l'éco-conception, c'est une clé d'entrée à toutes les autres bonnes pratiques. Hein. On fait pas que de l'éco-conception, c'est impossible. On fait de l'accessibilité, on fait de la sécurité, on fait de la gouvernance des données. On doit réfléchir à l'infrastructure, donc on prend tout d'un coup. C'est juste une part d'un cercle vertueux plus grand. Il faut coopérer avec la communauté existante. Il y a plein de pratiques, notamment l'ENR qui bossent là-dessus, Green IT, etc. Il y a plein de personnes qui travaillent là-dessus et il faut voir ce qui est fait autre part et voir comment on peut contribuer à ça. Et finalement, communiquer la démarche et sensibiliser, ce qui implique aussi de comment on parle d'équivalence lorsqu'on fait un service. Est-ce qu'on indique des marqueurs type cette page fait 1,51 g d'équivalent CO2, enfin, comment on communique ça en fait? Parce qu'un site éco-conçu, ça ne se voit pas en fait. C'est juste un site qui bizarrement se chargeait très vite et on n'aura pas compris pourquoi. Et il faut aussi le communiquer du coup pourquoi ce site est comme il est en fait. Et quels sont les choix qu'on a fait en amont pour que ça soit bien, pour que ce soit bien fait. Donc un premier projet, donc qui est le projet plateau numérique, alors qui est plus la question du territoire, des pratiques situées. Donc à gauche, vous voyez un développeur en train de marcher jusqu'à son lieu de travail le matin en Ardèche, parce alors ça va vous étonner, mais pour territorialiser un service, il faut aller sur le terrain. Donc quand on déploie un service pour des mairies rurales, on va tout le temps le déployer sur place. Ça nous évite beaucoup de maintenance, on fait un transfert de savoir très efficace
et les échanges par la suite sont bien plus efficaces parce qu'on se connaît en fait. Donc on a fait 2 terrains dans le Cantal et en Ardèche. On a commencé dans le Cantal, très intéressant, mais changement d'équipe municipale, du coup on a trouvé un autre terrain pilote en Ardèche, dans le village de La Louvet, qui fait 400 habitants. On a fait pas mal de travail sur les usages en fait. Et si vous interrogez un élu local, en fait, il y a pas mal d'usages qui n'ont pas été pensés. Enfin, on se demande parfois si on a posé la question en fait, quels étaient les besoins des élus locaux. Quelque chose qui nous remontait assez rapidement, hein, c'est loi Le Nôtre 2015. Les élus locaux, ils aimeraient bien que sur la page d'accueil, ce qui nous a été remonté dans les Pyrénées, dans le Cantal et en Ardèche, que sur la page d'accueil, il y ait quelque chose qui dise la commune a telle compétence, voici notre numéro, l'interco a telle compétence, allez vous plaindre chez eux, entre guillemets. Hein. Et ça, ils aimeraient bien que ça soit visible parce qu'ils en ont marre de se faire alpaguer dès qu'ils vont traverser le village sur les déchets alors qu'ils n'ont pas la compétence. Il y a aussi le système d'alerte, qui est quelque chose aussi que je porte plus dans ce produit Si on se base sur des usages à plus de 10 ans, il y a quelque chose qui est structurant dans un site web de mairie, c'est qu'il faut accompagner aussi la transformation du territoire, notamment liée au changement climatique. Il faut des alertes, sécheresse, réserve d'eau, niveau d'eau, feux de forêt. Il faut prévoir en fait, ces usages qui ne sont pas encore forcément majeurs, mais qui arriveront dans les 10 ans que je me fixe comme créneau. Et l'éco-conception numérique, ce n'est pas un argument de vente. En fait. Ce n'est pas l'argument de vente unique. Ça vient avec un tout, mais ça ne suffit jamais on ne fait pas que l'éco-conception. C'est tout le reste qui vient avec, c'est qu'on fait de la performance, l'accessibilité, on réduit les coûts, on répond précisément à des besoins, et c'est tout ça ensemble qui convient. Et typiquement, lorsqu'un de mes piliers, c'est de me dire j'optimise pour les conditions d'usage les plus difficiles, en Ardèche, lorsque je vais optimiser un service, un site web de mairie, pour qu'il soit accessible en moins de 3 secondes en 3G. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la connexion pour faire mieux que ça dans tous les cas aujourd'hui. Donc, là où je vous ai juste mis un petit bout de la page d'accueil du site de La Louvet qui est en train du projet pilote. En fait, c'est en train de bouger en ce moment parce que les élus sont en train de changer l'arborescence, enfin, ils ont les mains dedans. Donc la première chose, c'est qu'il faut intégrer toutes les bonnes pratiques du web autant que possible, le plus rapidement possible. L'éco-conception, c'est un pied de biche là-dessus qui va rajouter un pied de biche supplémentaire pour changer les pratiques du numérique. L'accessibilité, ça fait 10-15 ans qu'ils essaient de forcer la porte. On est un pied de plus dans cette porte. On est là pour faire durer les choses, faire durer le plus longtemps possible. Donc il faut être pertinent le plus longtemps possible. Et du coup, c'est-à-dire que pour faire durer, il faut trouver les modes de gouvernance appropriés et les modèles économiques adaptés. Une mairie rurale, son budget annuel pour son site web, c'est 500 €. Il faut arriver à rentrer là-dedans et faire en sorte qu'on réponde bien à la chose et que tout le monde soit bien payé. Mais c'est aussi d'autres moyens, c'est d'autres façons de faire durer. Typiquement, quelque chose qu'on a identifié comme un facteur qui va réduire la durée de vie de notre service, c'est le changement d'équipe municipale. C'est structurel, c'est le site web de l'opposition, donc on veut changer, blablabla. Donc on essaie de mettre en place des contre-mesures. Typiquement, on ne récupère pas les logos de marketing territorial qui étaient propres à une équipe ou à une autre. Le blason de la ville est récupéré depuis Wikipédia, par exemple. Comme ça, c'est pas connoté. Donc c'est aussi ce type de démarche en fait, qui rentre directement lorsqu'on veut faire de la durabilité de service. Donc c'est pour ça que La Louvet, on a repris leur blason depuis Wikipédia. Et qu'a priori, c'est ce qu'on proposera à chaque fois qu'on déploie le service. On verra si ça tient avec tout le monde. Et dans tous les cas, ce service est amené à devenir un commun numérique. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été pensé. Donc on verra aussi comment il évoluera. Il sortira fin février. Enfin, ce pilote sera accessible fin février à d'autres personnes. Alors, sur la start-up d'État, en fait, donc j'ai la chance d'accompagner professionnellement, mais aussi dans le cadre de mon doctorat, d'observer la conduite de projets en éco-conception. La première chose ici, nous, c'est qu'on s'adapte à des méthodes agiles. Parce qu'on fait de l'agilité en start-up d'État, donc on doit adapter la méthode à l'agilité. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre en chemin. Parce que du coup, on démarre le projet en même temps qu'eux. Et il y a plein de questions qui vont arriver et
on ne sait pas forcément y répondre directement par le projet, enfin dans le cadre du projet. Donc à chaque fois, on documente et on répond au cas par cas et on apprend avec les ressources nécessaires, en mobilisant les ressources nécessaires. Mais il faut apprendre à ménager son espace dans le projet parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire de la personne qui fait l'éco-conception. On ne sait même pas où la trouver. Et une fois qu'on l'a trouvée, on ne sait pas à quel moment elle intervient et avec qui elle doit parler. Et ça demande de créer un vrai espace de dialogue avec les product owners, avec l'ensemble de l'équipe. Mais il faut avoir cet espace en fait. Il faut se créer cet espace pour la personne qui va porter l'éco-conception. Et ce qu'on est en train de faire sur plusieurs modes, on tente plusieurs façons de faire cet espace. Donc nous, on est beaucoup sollicités, on va dire, par dans l'équipe, on a à la fois la designer, la développeuse, le développeur, les entrepreneurs qui vont nous solliciter. Donc à chaque fois qu'on nous sollicite, il y a quelques questions automatiques, moi qui me viennent tout de suite en tête à chaque fois. Dès qu'un arbitrage à faire, parce qu'en fait on va passer notre temps à faire des arbitrages, à chaque fois c'est se dire c'est quoi le contexte d'application, c'est quoi le scénario d'usage. Typiquement, on avait un débat sur est-ce qu'il faut être server-side ou est-ce qu'il faut être offline first. Donc est-ce qu'on met les données côté usager ou côté serveur. Et donc il y a tout un débat des meilleurs technos du moment pour faire ça. En fait, non, il faut remonter bien plus haut, il faut se dire en fait, les personnes avec qui on travaille, est-ce qu'ils sont en mobilité? Est-ce qu'ils récupèrent des données depuis le terrain, en 3G, depuis la station d'épuration? En fait, c'est quoi le scénario? Parce qu'en fait, s'ils n'ont pas de réseau et qu'ils sont en mobilité, à ce moment-là, il faut mieux mettre côté utilisateur que mettre côté serveur. Par contre, s'ils sont tout le temps en fibre depuis la mairie à travailler sur le service, nous, on peut rester côté serveur. Et à chaque fois aussi, autre réflexe, dès qu'on pose une question, c'est de dire comment ça tiendra dans 10 ans. Tout le temps. Dans 10 ans, est-ce que ton stack technique y tient? Et du coup, non. Les librairies prises, c'est pas les mêmes. On va analyser les dépendances des librairies pour voir si ça tient à 10 ans. Il faut faire un travail de fourmi là-dessus aussi. Et aussi les conditions d'usage. Est-ce que ton service il tient en 3G bas débit et sur des équipements qui ont plus de 5 ans? Donc ça fait qu'à chaque staging, en fait, on va regarder les normes d'éco-conception traditionnelles, de bande passante, de nombre d'éléments dans le DOM, du nombre de requêtes, un peu ce que mesure donc EcoIndex de Green-IT. Et aussi, on va regarder les conditions d'accès, donc ce qu'on appelle la first paint, donc le premier affichage de page. Est-ce qu'il se fait en moins de 3 secondes en 3G low, donc c'est-à-dire 780 kbps. Et plus à un niveau moins régulier, on va regarder la consommation électrique, mais ça c'est à chaque release, c'est pour juste voir s'il y a quelque chose qui commence à pomper de l'électricité sans qu'on se rende compte. Donc là-dessus, on essaie d'utiliser un outil qui est récent, qui s'appelle Scaphandre de Benoît Petit, qui peut mesurer la consommation électrique des VM, si tant est qu'on a accès à la VM. Donc là aussi, ça se négocie avec l'hébergeur. Pour vous donner un cas pratique où on nous interroge sur quand on fait l'éco-conception, quand on est le référent éco-conception, il y a plein de choses sur lesquelles on va être interrogé, du stack technique à l'usage, à l'hébergement. Et alors du coup, vous avez toute une intervention ce matin sur le cloud, donc je vous en rajoute une couche. Moi, à chaque fois qu'on me parle d'hébergement, c'est toutes les questions que je vais poser à l'hébergeur. Le PUE, méthode de refroidissement, l'empreinte eau. Alors parce que le PUE, donc la consommation électrique peut largement baisser, et on voit un gros transfert de consommation vers l'eau. Donc typiquement, Google a des serveurs qui consomment beaucoup moins d'électricité, mais ils consomment beaucoup plus d'eau. Donc ça ne répond toujours pas trop à la question. La politique d'achat, donc EPIT, HRE, etc., qui est la durée de vie des équipements dans le parc. Est-ce qu'on fait durer, est-ce qu'il y a une seconde vie des équipements? Comment sont gérés des 3E? Quel est le mix énergétique? La politique RSE? Est-ce qu'on peut avoir un suivi de la mesure électrique? Et la compensation carbone, moi je ne l'intègre pas personnellement, mais je le demande, parce que si la stratégie d'entreprise tient à la compensation carbone, pour moi, et c'est très personnel, mais ça la décrédibilise. De même que s'il y a et encore plus si c'est de la capture carbone. Ce qui fait qu'à ce test, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui passent, en tout cas hors GAFA. Moi aujourd'hui, un acteur que j'utilise le plus, alors ça dépend des projets, mais c'est les Suisses, c'est Infomaniac, qui sont pour moi parmi les meilleurs en Europe.
mais ils sont en Suisse, donc il faudra voir aussi en fonction des besoins. Donc là, vous avez une petite fiche de... C'est un peu notre bibliothèque pour l'équipe éco-conception sur tout ce dont on travaille en ce moment. En fait, c'est les questions qu'on nous pose. Typiquement, on a démarré le projet dès le départ. On a dit, en fait, on a longtemps échangé avec Fanny et Florian, qui sont les développeurs sur la startup Data, de dire c'est quoi le stack technique, en fait. Parce qu'ils voulaient partir sur Python, etc. Non, on devait partir sur Ruby à la base, donc on part sur Python. Il faut qu'on puisse voir comment peut nous analyser d'un point de vue de consommation et d'un point de vue d'empreinte environnementale. Ensuite, on nous pose des questions de JS, comment on documente. On crée des fiches pour documenter tout l'usage des assets, donc sur les fontes, les images, en donnant tous les scénarios d'usage. C'est vraiment une base, on fait une base pratique en fait, orientée projet, où clairement je choisis pas d'image, où je fais un appel local, etc. Et on affiche le bout de code pour faire ça en fait. Donc c'est vraiment orienté très. C'est pour aider les différents métiers du produit à aller chercher les choses dont ils ont besoin au fur et à mesure. Donc il y aura des entrées métiers, des entrées projets. Mais aujourd'hui, en fait, moi j'ai plusieurs leçons préliminaires, c'est que c'est impossible, absolument impossible de travailler en silo lorsqu'on fait l'éco-conception. Parce qu'en fait, une question sur un usage implique de savoir à quoi ressemble l'infrastructure, implique de savoir le stack technique, et une question de dev implique de savoir l'usage, le stack technique, l'infrastructure, etc., etc. Donc en fait, nous, dès qu'on a un arbitrage à faire, il faut qu'on se réunisse avec, dans mon équipe, il y a quelqu'un pour la donnée, quelqu'un pour l'infra, quelqu'un pour le dev, le design, et quelqu'un pour la stratégie environnementale. On fait tout en même temps, parce qu'on n'arrive pas... On n'a jamais réussi à siloter ça, et tant mieux en fait. Il faut tout le temps définir les contextes d'application et scénarios d'usage. C'est la clé de l'arbitrage. Sans ça, en fait, on se perd dans des débats techniques qui sont hors sol, en fait. Il faut être présent dès le début de projet. L'éco-conception, c'est pas quelque chose qu'on met au 3e sprint, ni au 5e. On est là dès le départ, en fait, parce qu'on va structurer tous les éléments. En fait, au départ, l'équipe éco-conception, elle permet de bander l'arc, de montrer dans quelle direction on va aller. Et après, la mesure, on la fait lorsque la flèche est lancée. Mais ça ne sert à rien de faire de la mesure lorsqu'on n'a toujours pas tiré la flèche. Donc on a besoin d'être dès le départ là pour bander l'arc, sachant qu'on manque beaucoup de données environnementales encore. Donc il faut aussi gérer, sur mon stack technique, on regarde la publication scientifique, le marché du travail, parce que la durabilité du service dépendra aussi de ça, de là où les développeurs sont formés, etc., les conditions de recrutement. On prend tout d'un coup. Et lorsqu'on n'a pas suffisamment de données environnementales, on va arbitrer depuis un autre facteur. On va aussi empiéter sur les plates-bandes d'autres méthodologies. Donc c'est un peu là la chose un peu bizarre, parce qu'en fait l'agilité va aussi largement remettre en question les usages, mais nous aussi on le fait. Et donc du coup à quel moment en fait c'est à eux de le faire et c'est à nous de le faire. Là pour l'instant c'est compliqué de trouver l'espace pour faire ça, mais on y arrivera. Et moi au début du projet la mesure n'est pas pertinente, il n'y a pas besoin. Enfin, moi, de ce que j'en vois aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Dès qu'on aura fait 3 sprints, un peu plus, qu'on aura des fonctionnalités à tester, là, il n'y a pas de souci. Mais la mesure, c'est quelque chose qu'on intègre en route, mais qu'on ne met pas dès le départ. Et aujourd'hui, en fait, je me pose si l'éco-conception, c'est qui le porte en fait, dans le projet, dans l'équipe produit. Et je me demande finalement si c'est pas le product owner qui est la meilleure personne, parce qu'en fait, on remplit un peu le rôle de product owner, en fait. On est une sorte de pseudo-product owner pour l'éco-conception dans le projet. Mais est-ce que rajouter cette casquette de plus au product owner, c'est pertinent? Ou est-ce qu'il faut une personne dédiée? Il faudra une personne dédiée en tous les cas, mais est-ce que c'est le product owner qui le fait ou pas? Parce qu'il faut être bon, en fait, faut être un sacré généraliste. Il faut pouvoir parler stack technique, infrastructure, usage, etc. Et finalement, quelle est la bonne intervention? Nous, aujourd'hui, notre modèle, c'est qu'on a tout le temps un observateur dans chaque réunion d'équipe pour noter comment le projet avance. On organise des ateliers pour remettre en question certaines choses qu'on a observées. Et en même temps, on est sollicité en permanence par les équipes sur tel point, auquel on répond au cas par cas. Donc en fait, on est vraiment en accompagnement constant, mais aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie projet. Enfin, il n'y a pas de méthodologie de produits numériques, de conduite de produits numériques éco-conçus. Donc on apprend en faisant pour l'instant, donc c'est très préliminaire, hein, c'est dur d'être conclusif là-dessus. J'ai prévu plein d'autres choses, mais je vais vous épargner ça. Mais
En termes d'éco-conception, il y a un site que j'aime beaucoup, parce que après, je suis tout à fait biaisé, puisque c'est parce que je l'ai fait. Enfin, en tout cas, j'ai participé à la conception avec Sylvain Julet et Derek pour le Low-Tech Lab. Je vous conseillerais d'aller voir mes objectifs personnels, enfin mes indicateurs personnels. En fait, lorsque je fais un service numérique, c'est moins de 10 requêtes par page et en moyenne 150 kilooctets par page. Ça, c'est un peu mes indicateurs personnels pour faire un site qui répond à tous mes critères. En tout cas, à tous mes critères de conception. Plein d'autres manières de designer arrivent. Du network responsive design, on ne cherche pas les mêmes CSS en fonction de la qualité du réseau, en 3G, en 4G, en Wi-Fi. L'affichage environnemental, et j'ai écrit un manuel, si vous voulez, plus niveau universitaire, qui est en Creative Commons, qui vous dira tout sur les impacts environnementaux du numérique. Et voilà, j'arrête là. Merci à toi. C'était très rapide, il va falloir une respiration. On va sélectionner 3 questions dans le désordre. Et on vous les posera tout à l'écrit. Ouais. Que vous puissiez répondre à tout le monde. Qu'est-ce qu'on... existe-t-il des objectifs concrets, éventuellement chiffrés, que peuvent se donner les organisations sur le sujet du numérique responsable? Je pense que c'est une question à Jean-Christophe Chaussat ou à Romain. Ben, c'est bien le problème, c'est que justement on aimerait bien se mettre d'accord sur quels sont les objectifs que l'on peut se fixer pour dire qu'on est numérique responsable, quoi. On a des déclarations d'engagement avec une charte, on a des modes de fonctionnement avec un label numérique responsable. Ce que l'on ne sait pas actuellement, c'est qu'est-ce qui est tenable, quoi. Une page internet, tu viens de nous en parler par rapport à ce que tu estimes qui est justifié. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un consensus par rapport à ça et qu'on se fixe de réels objectifs et qu'on se fixe même des réels objectifs beaucoup plus larges, c'est-à-dire qu'est-ce que le numérique est consommateur, enfin est émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un formidable levier. Donc c'est comment le numérique peut justement contribuer au fait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont, par rapport à des applications, par rapport à un data center, par rapport à des usages, qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement être dans les clous, quoi. Une autre question, peut-être pour vous trois, c'est comment on peut faire la jonction entre logiciel libre et éco-responsabilité, éco-conception. C'est vrai que c'est assez flou. Est-ce qu'il faut privilégier des solutions open source parce qu'elles sont éco-conçues ou est-ce qu'il faut éco-concevoir les logiciels libres? Ouais, en tout cas, pour moi, ça va pas. Pardon. Ça va pas. Enfin, c'est pas parce que c'est open source. Il y a pas mal de fantasmes autour de l'open source. Donc, c'est pas parce que c'est open source que c'est gratuit. Déjà, ça, c'est le premier fantasme qu'on entend beaucoup. C'est souvent très cher. Et deuxièmement, c'est pas parce que c'est open source que c'est co-conçu ou qu'il y a eu cette préoccupation pour les personnes qui mettent à disposition les frameworks ou les bases de données ou le sujet en question, quoi. C'est plus dans la façon dont on peut imaginer, enfin à mes yeux, moi, c'est plus dans la façon dont on peut imaginer animer une communauté, que ce soit en mode inner source d'ailleurs, pour les grosses DSI comme Pôle emploi déjà pour commencer et casser un peu le problème de cloisonnement ou de silo dont on parlait juste avant là. Donc ça, c'est des modes de fonctionnement plus méthodologiques et outillage, comment on organise les commits, etc., qui permettent de pouvoir bénéficier de ça sur des sujets de numérique responsable. Mais à mes yeux, ça n'a aucun lien open source versus numérique responsable. Je ne sais pas si j'étais clair. Après, tu peux aussi retourner la question dans l'autre sens. Il ne faut pas aller vers les GAFAM non plus, quoi. Enfin, la plupart de l'infra et services GAFAM reposent sur de l'abondance énergétique et matérielle. C'est pour générer, par rapport à des modèles économiques, il y a notamment la publicité et capture de données. Ils sont certes très efficaces, très optimisés, mais pour en faire toujours plus. Donc c'est pas non plus moi des solutions que je privilégie. Enfin, je vais toujours déconseiller d'utiliser GAFAM là où j'interviens.
et des services de GAFAM. J'utiliserai jamais Google. Enfin, Google Maps, c'est pas quelque chose que... J'avais un super exemple, mais je pourrais pas en parler, justement pourquoi il ne faut pas récupérer les parcours utilisateurs des GAFAM. Mais c'est pas non plus à privilégier, et en effet, l'open source, ça veut pas dire que c'est optimisé. Ça veut pas dire que c'est éco-conscient, en tout cas. Par contre, c'est plus sur des logiques de gouvernance. Moi, mon facteur d'arbitrage est plus sur la gouvernance là-dessus que sur l'éco-conception. Oui, puis juste aussi, l'important, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, quoi. Que les entreprises les plus engagées, il y a plein d'experts dans plein de boîtes qui ont envie de se lancer dans ces dispositifs-là. Et ce qu'il faut, c'est leur permettre de pouvoir contribuer, c'est certain, quoi. Pour justement gagner par rapport au retard que l'on a. Le référentiel d'éco-conception logicielle, il y a 500 bonnes pratiques. Une organisation à elle seule ne va pas pouvoir les développer. Et c'est le fait de mutualiser qu'on va pouvoir, peut-être en un an, les automatiser toutes, quoi. L'éco-conception, ça implique majoritairement de réduire l'empreinte, mais ça implique aussi de faire un arbitrage sur quand est-ce qu'il faut investir. Parce qu'à un moment, il va falloir dépenser des ressources, il faut savoir quand en fait. Et quand c'est que c'est réellement pertinent. Et en l'occurrence, aller sur place, moi, ça m'évite, j'ai des grands espoirs que ça m'évite, que ça améliore grandement la maintenance, la communication entre tous les acteurs, et c'est sur le respect du territoire. En termes diplomatiques, c'est un des gestes les plus importants à faire. Et d'un point de vue fonctionnel, pour nous, c'est aussi très important. Donc moi, je suis prêt à investir de l'argent là-dessus, des émissions, entre guillemets, pour que le projet dure plus longtemps. Mais après, sur la question de la durabilité, en effet, les services qui durent 10 ans, il n'y a pas besoin d'attendre l'éco-conception. Par contre, des services qui sont techniquement maintenables et maintenus, et qui sont pertinents sur les usages à 10 ans, ça, c'est une autre question. La pertinence d'usage à 10 ans, ça sert aussi à affiner, de ne pas partir dans tous les sens lorsqu'on crée un service numérique, de se dire, en fait, à 10 ans, il y a quoi qui est le plus important et qui restera le plus important pour nous, en fait, et ce qui est important pour le service public. À Pôle emploi, vous avez des technos de 30 ans? Oui, mais je pense des fois, on parle de choses, là, moi, je parle beaucoup pas que de sites internet. Oui, bien sûr, on a pris le virage, comme tout le monde, toutes les banques, les assurances et le service public, dans les années 90, sur des technos de COBOL, hébergés sur du mainframe, donc avec des factures IBM, où il n'y a pas besoin d'être des GAFAM pour que ça coûte cher. Et oui, pour le coup, ça dure 30 ans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça rend un service, et ça rend des services, ça continue à le rendre. Après, par contre, on a 3 problématiques, on va dire. La première, j'en ai parlé, c'est le ROI. Donc on a des sujets économiques sur des technologies comme ça qui font que c'est compliqué et qu'il faut s'en préoccuper. Et donc dans l'administration publique, on n'est pas les seuls à se préoccuper de ça, et en particulier aussi dans le privé sur la banque et l'assurance. Deuxièmement, c'est les compétences, parce que évidemment le nombre de cobolistes sont de plus en plus à la retraite, ou dans d'autres pays, mais en tout cas pas en France. Et puis le troisième, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est sur l'évolutivité et l'agilité de notre système d'information, ce qui permet d'être de plus en plus orienté usage, valeur, ce qui permet de pouvoir réduire les cycles méthodologiques, etc. C'est aussi de découper notre système d'information de la manière la plus fine pour donner l'opportunité de répondre à des vrais besoins métiers, des besoins métiers qui, eux, cela évoluent. Et là, pour le coup, on arrive à une fin d'histoire sur la partie du COBOL. Merci beaucoup. Vous avez les merci des personnes à distance, et on avait jusqu'à 99 personnes. Voilà, parfait. On n'a pas pu atteindre le chiffrement de 100. Mais merci à tout le monde pour votre participation. Merci. Merci. Bonne journée.